Bonjour tout le monde. Donc bienvenue pour cette troisième séance du cycle de conférences. Donc un texte, une aventure mathématique. Donc ça a changé de nom depuis l'année dernière. Donc ce cycle de conférences est en partenariat avec plusieurs associations et sociétés savantes, dont la Société mathématique de France, la SMF, l'association Animat et aussi donc la Bibliothèque nationale de France où on se retrouve aujourd'hui. Le projet donc de ce cycle de conférences, un texte, une aventure mathématique, est soutenu par la Fondation Blaise Pascal. On peut remercier, en tout cas, de contribuer à l'organisation de ces conférences. Et on peut remercier aussi la présence pour ce cycle, en tout cas pour cette session de cycle, le lycée Blaise Pascal qui est venu d'Orsay pour assister à cette conférence, le lycée Sophie Germain de Paris et enfin le lycée Montalembert de Courbevoie. Donc je vais commencer par vous présenter l'orateur qui va venir aujourd'hui vous présenter donc, un exposé sur la géométrie conforme. Hop là. Aujourd'hui, on reçoit Pierre Pansu. Pierre Pansu est professeur émérite à l'université Paris-Saclay, où il effectue des recherches dans la spécialité qui est la géométrie. Aujourd'hui, justement, il va vous parler de la cartographie conforme, donc qui est une technique fascinante qui va vous permettre de projeter des surfaces courbes sur des plans. Donc ça, c'est à l'image, par exemple, des projections stéréographiques ou Mercator qui permettent de projeter, par exemple, votre planète Terre sur une carte. Donc c'est souvent utilisé au quotidien aujourd'hui. Il est également reconnu pour d'autres de ses travaux comme la géométrie fractale ou la géométrie différentielle, notamment pour avoir développé la dérivée de Pansu. La notion de dérivée parle peut-être aux lycéens, donc vous imaginez bien que ça doit être quelque chose d'assez incroyable. Donc passionné par l'idée de rendre justement les mathématiques accessibles et captivantes, Pierre Pansu est une véritable source d'inspiration, donc j'espère que nous allons pouvoir l'accueillir chaleureusement. Merci Guillaume. Merci Guillaume, merci Aline de nous avoir donné envie d'aller voir ces merveilles et j'espère que je vais arriver à donner envie au public d'en savoir davantage sur la cartographie. Alors, je choisis ce mode-là. Voilà, qu'est-ce que vous voyez? Pas ce qu'il faut. Bon, excusez-moi. Alors, je omis de faire du ménage et de ranger mes affaires. Je vous prie de m'excuser. Ah, ça va venir. Dès que j'aurai retrouvé... Voilà, mais dès que j'aurai retrouvé ma souris. Voilà. Bien. Nous allons parler de cartographie et de deux personnages qui ont joué, à mon avis, un rôle intéressant dans une très longue histoire. Et qu'est-ce que c'est la cartographie? Eh bien, écoutez, quand la Terre était plate, la cartographie, c'était pas compliqué. Hein. Et puis un jour, la Terre est devenue ronde, c'est la faute à Aristote, et la cartographie est devenue plus difficile. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit de représenter la surface de la Terre par un dessin sur une feuille de papier et qui reflète du mieux possible les grandeurs qui nous intéressent, comme les distances, les aires. Mais ça coince. Regardez, si je prends cette orange, je la coupe en deux, je les vide et j'essaie de l'étaler sur la table, eh bien ça donne ça. Hein. C'est lamentable. Et cet échec est inévitable. Il est impossible d'appliquer une demi-sphère sur le plan en conservant les longueurs. Donc il faut accepter des compromis. Et c'est de l'un de ces compromis dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, voici deux incarnations de ce compromis, deux planisphères très différents. Donc planisphère, c'est un mot qui désigne une carte qui représente une partie substantielle de la surface de la Terre. Vous voyez, à droite, on voit quasiment tout l'hémisphère nord. À gauche, on voit en fait tout sauf les très hautes latitudes. Et si vous regardez bien les deux images, vous apercevez des deux côtés des lignes droites. Ce sont les méridiens qui représentent les intersections de la Terre avec des plans passant par les deux pôles.
Et puis il y a aussi des parallèles, donc ça c'est les intersections de la Terre avec des plans qui sont parallèles à l'équateur. Ils sont représentés par des lignes droites à gauche et à droite par des cercles concentriques. Et puis vous voyez qu'entre deux méridiens, il y a des zones qu'on appelle des fuseaux horaires. Une particularité de ces deux cartes, c'est que méridiens et parallèles y apparaissent comme perpendiculaires. Qu'est-ce que je veux dire à droite? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un cercle est parallèle à une droite? Il faudrait zoomer sur un point d'intersection, et quand on zoome, le cercle il finit par ressembler de plus en plus à une ligne droite, et puis c'est perpendiculaire. Voilà. Donc, ce que je vous invite à contempler, c'est le Groenland. Le Groenland, c'était cette île blanche là, qui est au nord-est de l'Amérique du Nord. Et vous remarquez qu'on la reconnaît très facilement sur les deux cartes. Elle a grossièrement la même forme, alors que les cartes sont très différentes. Comment ça se fait? Eh bien, la raison est que ces deux cartes géographiques sont conformes. Donc, conformes, ça veut dire qu'à petite échelle, la carte ne fait que tourner, agrandir ou rétrécir, mais tout ça, c'est des opérations qui ne changent pas la forme d'un objet. Et une conséquence de cette propriété, c'est que les angles sont préservés. Par exemple, les parallèles et les méridiens, ils sont perpendiculaires sur la sphère, et bien ils sont perpendiculaires aussi sur chacune des deux cartes. Voilà. Alors il y a une réciproque qui est vraie. Si une carte préserve les angles, alors elle est conforme. Ce qui veut dire, je le répète, qu'à petite échelle, les formes sont préservées approximativement. Ça tourne, ça agrandit, ça réduit, mais la forme est grossièrement préservée. Donc, retenez bien ce mot conforme, puisque je vais l'employer à tort et à travers pendant toute cette conférence. Donc, revenons maintenant, ici, je vais expliquer un peu comment est faite la carte de droite. Et pour ça, je vais vous montrer un film c'est un petit extrait du film Dimension de Alvarez, Gis et Leys, sur lequel on voit une projection stéréographique dont le pôle bouge. Alors qu'est-ce que c'est que la projection stéréographique? Vous voyez, j'ai ici un globe transparent, je colle mon œil quelque part, et la projection stéréographique, c'est exactement ce que je vois là. Moi. Alors moi je le vois, mais vous pouvez essayer, vous aussi, de voir comme moi. Et puis je peux déplacer le centre de vision, c'est-à-dire déplacer mon œil le long de l'océan Pacifique, et chaque fois, je vois quelque chose d'un petit peu différent. Je vois des continents qui se déforment, qui se déplacent, mais malgré tout, à petite échelle, les formes sont conservées. Cette projection, elle s'appelle stéréographique, c'est celle de la vision, elle est conforme. Voilà. Non. Hop, stop, pardon. Pour passer à la suite, peut-être faire comme ça. Cette idée de projection stéréographique, elle est très très ancienne. Elle remonte à l'Antiquité grecque certainement, peut-être même encore plus loin, peut-être même aux Égyptiens. Et d'ailleurs, on en a une preuve quand on contemple un astrolabe. Là, vous avez un très bel exemplaire persan du XVIIIe siècle. Donc regardez bien, l'astrolabe est fait d'une plaque de laiton, au fond, qu'on appelle la mer, sur laquelle est posée une espèce de grille. Je vous invite à contempler la mer, cette plaque, ici en version agrandie. Qu'est-ce qu'on aperçoit? Eh bien, elle est gravée. Et on voit une famille de cercles qui ne sont pas exactement concentriques, et une deuxième famille de cercles qui sont perpendiculaires au premier.
eh bien, ces deux familles de cercles, ce sont les projections stéréographiques des méridiens et des parallèles de la voûte céleste. Attention, pas de la Terre. L'astrolabe porte une représentation de la voûte céleste et cette représentation, c'est une projection stéréographique. Donc l'astrolabe est un appareil qui a été inventé par les Grecs, perfectionné par les savants de langue arabe au Moyen-Âge, et dont l'utilisation, c'est déterminer sa latitude de nuit en contemplant les étoiles. Voilà. Donc peut-être que c'est le bon moment de faire une petite pause pour des questions, si vous le souhaitez. Voilà. Je joue au ballon. Je vois qu'il y a des gens là-haut qui jouent au maître du monde, là, qui lancent la terre en l'air. Mais continuez. Une question. Donc s'il n'y a pas de questions pour l'instant, gardez-les pour la prochaine. Il y aura de nouveau des occasions. Oui. Ah oui, Juste pardon. une petite question sur l'astrolabe. Donc on a bien vu les cercles concentriques et les perpendiculaires. Mais les étoiles sont représentées par quoi? Par ces petites crochets là, Les petits crochets, voilà. À l'extrémité de chaque crochet est censé se trouver une étoile dans une liste que l'utilisateur connaît et dont il connaît les caractéristiques astronomiques. Et en faisant tourner une plaque par rapport à l'autre et en ajustant la position d'une étoile sur une gravure qui correspond à, je ne sais pas exactement quoi, on arrive à déterminer la latitude à laquelle on se trouve. Donc je suis moi-même très ignorant dans l'utilisation de l'astrolabe, mais si vous souhaitez avoir une leçon d'utilisation, eh bien, il y a une occasion qui se présentera du 12 au 15 juin 2025, place Saint-Sulpice, au salon Culture et Jeux mathématiques. Il y a un atelier proposé par une association de mathématiciens et d'astronomes où on met en pratique l'utilisation de l'astrolabe pour tout le monde. Donc je vous invite à venir faire un tour au salon Culture et Jeux mathématiques, 12 au 15 juin, place Saint-Sulpice. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Si j'ai bien compris la différence entre du coup, la projection stéréographique et les projections qu'on a vues jusque maintenant, c'est que la projection stéréographique se basera plus sur un point où on se situe de notre vision à nous, et la projection qu'on avait vue précédemment, c'est plus une projection globale de la planète indépendamment de notre point de vue. Eh bien, c'est une très bonne question. Là, tu m'interroges. J'ai montré deux cartes et j'ai parlé d'une seule d'entre elles. Donc il faudrait peut-être que je dise quelque chose de la deuxième, hein, celle qui avait une allure plus globale. Tu as raison, mais patiente un peu. Hein. Bon. C'est bon? Merci. Gardez vos questions, il y aura d'autres occasions, ne vous inquiétez pas. Alors, justement, changeons d'époque. Là, on est maintenant au XVIe siècle. Et ce que vous avez sous les yeux, ça s'appelle un portulan. C'est une carte marine, c'est une carte dessinée et utilisée par des marins. Ces cartes étaient souvent plus précises que les cartes réalisées par les géographes. Celui-là, il a été réalisé par Guillaume Brouscon, qui est un marin breton du Conquet. Et regardez bien, il porte comme décoration, disons, 10 motifs en forme de soleil, et de chacun de ces motifs émanent des quantités de lignes droites rouges ou bleues.
qu'est-ce que ça peut bien être que ces lignes droites? Eh bien, ces lignes droites, ça s'appelle des loxodromes. Elles représentent les trajectoires suivies par les bateaux quand ils naviguent à cap constant. Donc, qu'est-ce que ça signifie, ça? Ben, imaginez le capitaine Haddock sur son bateau qui crie « En avant toute !» et cap à 330. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que durant la marche du navire, le compas, l'appareil que vous voyez là, qui n'est rien d'autre qu'une boussole, c'est la boussole des marins, le compas doit rester sur la même graduation 330. C'est ça, une loxodrome. Et à droite, vous voyez un dessin de Maurits Escher qui représente quelques loxodromes sur une sphère. Alors, le théoricien des loxodromes, il s'appelle Pedro Nunes. C'est un géomètre, un mathématicien portugais qui a vécu qui était actif au milieu du XVIe siècle. C'est lui qui a compris que les loxodromes forment des lignes courbes sur la Terre qui vont spiraler autour des pôles, comme on l'a vu sur le dessin bien postérieur de Escher. Et donc sur l'image, Nunes, c'est le personnage qui porte une sphère armillaire. Eh bien, Nunes pose en 1537 une question mathématique. Existe-t-il une carte sur laquelle les méridiens, les parallèles et les loxodromes sont représentés par des lignes droites? Donc vous comprenez bien l'idée, ces loxodromes, ce sont des trajectoires très commodes pour les marins. Ils savent comment les réaliser, il suffit de naviguer à cap constant, les yeux fixés sur sa boussole. Voilà. Est-ce qu'on peut faire une carte où toutes les trajectoires utiles, finalement, sont représentées par des lignes droites? Nunes, qui était pourtant sans doute un des meilleurs géomètres de l'époque, n'est pas arrivé à résoudre ce problème. Et il sera résolu par Gérard Mercator, 30 ans plus tard. Et voici la carte de Mercator. C'est quelque chose de tout à fait imposant, hein. Ça fait 2 mètres, un peu plus de 2 mètres sur 1,20 m. C'est obtenu en juxtaposant des feuillets, elle n'est pas imprimée d'un seul tenant. Et il en existe 3 exemplaires sur la planète, dont un ici à la Bibliothèque nationale de France. Donc c'était une bien belle chose qui, comme on va le voir, incorpore une innovation mathématique spectaculaire, mais qui aussi faisait une synthèse d'informations qu'on trouvait notamment dans les portulans des marins. Et pour cette raison, elle s'est avérée très utile et ça a été un grand succès de librairie. Alors, je vous ai parlé de mathématiques, et bien voilà. Nous allons faire une démonstration mathématique. Là, j'ai besoin de toute votre attention pendant 1 minute, ou bien de perdre votre attention si vous préférez. La suite de la conférence ne dépend pas de la compréhension de cette diapo. Donc, il s'agit de faire le lien entre cartographie conforme et le problème de Nunes, avec ces loxodromes représentés par des droites. Donc, on veut une carte dans laquelle les méridiens sont représentés par des droites parallèles, disons verticales. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une loxodrome? C'est une courbe qui fait un angle constant avec les méridiens. Mais j'en connais. N'importe quelle droite qui coupe les méridiens va les couper suivant le même angle, parce qu'ils sont parallèles. Vous reconnaissez à droite la figure des angles alternaternes, ou plutôt ici des angles correspondants. Une ligne oblique
coupe une famille de droites parallèles suivant un angle constant. Eh bien, ça veut dire qu'elle représente une loxodrome, si la carte est conforme. Et parmi ces loxodromes, il y en a qui sont particulières, ce sont les parallèles, celles qui sont perpendiculaires au méridien. Donc, eux aussi seront représentés par des lignes droites. Voilà, fin de la démonstration. Et j'ai représenté en bas à gauche, sur le petit schéma, des parallèles qui correspondent à 10, 20, 30 degrés de latitude nord. Et vous voyez que ces parallèles ne sont pas également espacés. Et ça, c'est nécessaire pour que la carte soit conforme. Et justement, toute l'affaire consiste à calculer l'espacement nécessaire, variable, entre ces parallèles pour arriver à rendre la carte conforme. Et c'est ce qui est arrivé à faire Mercator, comme on va le voir. Donc ici, vous voyez un agrandissement d'une partie de l'océan Atlantique, de la carte de tout à l'heure. Donc j'ai surligné en rouge l'équateur, qui est gradué, et puis j'ai souligné en bleu un méridien qui porte lui aussi une échelle graduée, ainsi que quelques parallèles. Et à gauche, j'ai fait une échelle qui représente la solution mathématique exacte du problème, l'espacement exact qu'il faudrait réaliser. Et vous voyez que la coïncidence entre la solution mathématique du XXIe siècle et la solution de Mercator est saisissante, moins de 2% d'erreur. C'est juste épatant. Donc, là, pour en dire juste un tout petit peu plus, l'écartement des parallèles, il est gouverné par une courbe en rouge ici. Et cette ligne courbe, eh bien, elle doit satisfaire, pour avoir une projection conforme, une équation différentielle, c'est-à-dire une équation dont l'inconnu est une fonction et qui fait intervenir des dérivées. Tous ces termes-là étaient totalement inconnus au XVIe siècle. Il faut attendre plus d'un siècle encore pour que ces concepts fassent leur apparition. Et donc, Mercator s'y est pris différemment. On ne sait pas comment, puisqu'il n'a laissé aucune trace de sa méthode, mais peut-être s'est-il inspiré de calculs faits par d'autres, comme Pedro Nunes, par exemple. On ne le sait pas. Et il est peut-être temps que je vous parle un peu de ce personnage. C'était tout sauf un mathématicien. De son vrai nom, Kurt Kremer, vous voyez, son existence a traversé le XVIe siècle. Il est né dans les Flandres, qui à l'époque faisait partie des Pays-Bas. Et il a été formé à l'école et à l'université pour devenir prêtre, sauf que quand il est arrivé au bout des études, il n'est pas devenu prêtre. Il est allé voir un dénommé Franciscus Monachus, Franz Muck, un géographe qui, à Anvers, avec la collaboration d'un orfèvre, Gaspar van der Heyden, fabriquait des globes. Il est resté 2 ans chez eux et ça ne lui a pas suffi. Ensuite, il est retourné à l'université de Louvain pour étudier la géographie avec Gemma Reinersohn, plus connu sous le nom de Gemma Frisius. Donc Frisius est une grande figure des mathématiques et de la cartographie, de la géodésie. Et c'est le chef de file des géographes des Pays-Bas. Et sous la houlette de Frisius, Heyden et Gérard ont fabriqué un globe, et dans l'affaire, le rôle de Gérard était juste de petite main, apprenti graveur. Donc ça se passe en 1536. Déjà à l'époque, Mercator co-signe ce globe du nom de Gerhardus Mercator. Il avait latinisé son nom, ce qui était l'usage de l'époque, comme vous avez pu le voir, avec Smunk et Reinersohn. Eh ben, comment est-ce qu'on fabriquait des globes ? Ou plutôt, comment est-ce qu'on fabriquait des globes en série ?
Eh bien, vous voyez, ici, j'ai pris une peau d'orange et je l'ai découpée en quelque sorte en fuseaux. Et quand ainsi découpée, la peau veut bien s'étaler sur la table. Et elle est facile aussi il est facile de reconstituer la peau sphérique de l'orange à partir des fuseaux. Mais c'est exactement comme ça qu'on procédait. C'est-à-dire qu'on dessinait, ou plutôt on gravait sur du cuivre des planches, des feuilles portant des fuseaux. Vous voyez que là, ici, le planisphère est découpé en rondelles, en fuseaux. Et puis ça, on pouvait en imprimer des dizaines, découper et ensuite coller les fuseaux sur une forme en bois ou en métal. Et voilà ce que ça donnait. Voici un exemplaire du globe de Frisius, Hayden et Mercator. Et un peu plus tard, Mercator il se met à son compte, puisqu'il est si habile, comme fabricant de globes et de cartes. Et son affaire est prospère, et au fur et à mesure que ses enfants grandissent, eh bien, il les emploie comme apprentis graveurs, puis comme graveurs. Oui. Donc il y a une petite différence dans la technique. Ces globes destinés à être produits en série ne sont pas fabriqués comme ceux de Coronelli. Les Coronelli sont des exemplaires uniques qui ont été peints directement sur le globe sur lequel une toile a été tendue, alors que ces globes vendus en série étaient imprimés. Bon, l'époque n'était pas simple. Le simple fait d'avoir côtoyé Franciscus Monachus a fait que Gérard a été inquiété par l'Inquisition. Il a été emprisonné avec une douzaine d'autres personnes. Et sur ces 12 personnes, 5 ont été exécutées. Mais lui, il a échappé, faute de preuves, et avec un peu de soutien, il a été libéré au bout de 7 mois. Mais tout de même, quelques années plus tard, quand l'occasion s'est présentée, eh bien, Gérard a émigré en Allemagne, enfin à Duisburg, une ville où les querelles religieuses étaient moins aiguës qu'en Flandre. Et là, sous la protection du duc de Clèves, eh bien, il a travaillé d'arrache-pied à produire des cartes, en particulier cette superbe carte de l'Europe. Il a mis 12 ans à la réaliser. Vous voulez dire 12 ans à sillonner l'Europe d'un bout à l'autre? Non. C'était un géographe en chambre, comme celui que le Petit Prince a rencontré. En fait, de toute sa carrière, Gérard a fait une seule campagne d'arpentage sur le terrain, en Lorraine, et ça lui a suffi. Son maître, Jem Frisius, lui-même était handicapé. Il était infirme des 2 jambes depuis l'enfance, donc lui, il n'a jamais fait de campagne. C'était vraiment le géographe en chambre, à 100%. Voilà. Ce personnage a eu une existence remarquable dont je n'ai retenu quelques aspects en lien avec la cartographie et c'est bien dommage. Mais il a quand même consacré beaucoup de temps aux cartes et son grand œuvre, c'était de réunir des cartes régionales de parties du monde, une centaine, en un seul volume et de le publier. Il n'a pas pu le faire de son vivant. Ce sont ses descendants et ses successeurs qui l'ont fait et qui ont... Et d'ailleurs, le volume en question a été une grande réussite commerciale au début du XVIIe siècle. Mais tout de même, Gérard avait gravé le frontispice de l'ouvrage, ici qu'il dédiait au roi Atlas de Maurétanie. Et donc le livre est paru avec cette gravure superbe, et c'est le succès de ce livre qui a fait que le mot Atlas
s'est imposé pour désigner ce type de livre, des recueils de cartes régionales. Voilà, c'est peut-être le moment d'une deuxième pause question. Je crois que je vais répéter votre question. Si ce n'était pas ces géographes, Gemma ou Gérard, qui faisaient les relevés, qui les faisait? Eh bien, d'autres personnes, rassurez-vous, ont fait des relevés. En Europe, il y avait des relevés anciens, mais qui étaient régulièrement mis à jour. Et puis, c'est l'époque où on a visité le sud de l'Afrique, l'Asie et les Amériques. Et donc, qui est-ce qui faisait les relevés? C'était des géographes qui étaient embarqués dans les expéditions et avec les découvreurs et les conquistadors. Tout à fait. Et les géographes, à la manière de Gemma Frejus et de Gérard Mercator, se concevaient comme leur rôle comme de faire une synthèse et de transformer ces informations en des cartes les plus précises et les plus utiles possibles. On a une nouvelle question dans la visioconférence. Ah. Alors, quelle est la différence entre un portulan et une carte de Mercator? Alors, portulan, c'est un terme qui désigne des cartes qu'on reconnaît à vue d'œil parce qu'il n'y a rien dans les continents, c'est tout blanc. En revanche, tout le long des côtes, il y a des noms de villes, de ports. Vous voyez? Donc c'est ça les cartes qui étaient utiles aux navigateurs, et des navigateurs en fabriquaient pour leur propre usage, et ils les complétaient, ils les corrigeaient sur le terrain, eux. Et les géographes qui arrivaient à mettre la main sur ces portulans pouvaient ainsi améliorer les cartes que eux réalisaient, dans lesquelles il y avait aussi des informations sur ce qui se passait dans les continents. Une dernière question peut-être? Oui. Et donc sur ces portulans, il y a des étoiles d'où émergent les droites. Mais comment sont choisies apparemment? C'est au milieu de l'océan. Comment sont choisies ces étoiles? Quand on regarde de près la carte de Brouscon, les lignes droites qui émanent de chaque soleil sont régulièrement espacées. Il y en a en gros tous les 30 degrés, quoi. Et Brouscon fait comme si les tracés rectilignes sur sa carte correspondaient à des trajectoires à cap constant, des loxodromes. Mais bon, c'est une approximation très grossière. Mais il s'en contentait. C'est déjà... Enfin, c'est sûr qu'en suivant la carte de Brouscon, à partir de Brest, en voulant se diriger vers l'embouchure du Saint-Laurent, on risquait fort de se retrouver au nord du Labrador, où même... Bon, ces cartes étaient très, très imprécises pour ce qui est à grande échelle. En revanche, ces portulans étaient très détaillés sur le profil des côtes, la localisation des ports et autres points de repère. De nos jours, les cartes marines et les cartes terrestres, c'est deux entités, c'est deux types d'objets assez différents. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Non, bon, quand vous voulez. Alors, nous étions au XVIe siècle. Je vous propose de nous propulser 3 siècles plus tard, au XIXe siècle. En 3 siècles, on va comprendre une chose importante, c'est que les cartes conformes sont très fréquentes, sont très nombreuses. Et
cette affirmation, elle culmine avec une affirmation de Bernhard Riemann au milieu du XIXe siècle. Et il affirme que toute région du plan, qui est délimitée par une courbe fermée, comme vous voyez à gauche, possède une carte conforme circulaire, qui est représentée à droite, avec des triangles et un code de couleur qui nous permet d'imaginer quelle est la correspondance entre la carte à droite et la région plane réelle à gauche. Donc ces cartes conformes dans le plan ont joué un très grand rôle dans les mathématiques et la physique aussi du XIXe siècle, car elles permettent de résoudre les équations de la physique bidimensionnelle. Et d'ailleurs, curieusement, Bernhard Riemann justifie son affirmation non pas par une démonstration mathématique complète, mais par un argument qui s'appuie sur une analogie physique. Bon, ce serait tout un sujet. Je voudrais vous montrer ici un exemple de région familière et sa carte conforme. Donc qu'est-ce qu'on a? On voit, il y a des petits ronds là, et qui nous permettent à nouveau de visualiser la correspondance entre la carte et les points qui correspondent dans la région sur la Terre. Donc vous voyez que des petits ronds, il y en a des plus gros que d'autres. Donc vous voyez qu'il y a des gros ronds gris là, à droite, et puis aussi un peu à gauche. À quoi ça correspond? Ça correspond au creux dans la région. C'est là où la carte conforme implique une réduction forte. Donc où est-ce qu'il y a des creux? Dans les estuaires, la Gironde par exemple, et puis du côté de Genève par exemple. Et puis inversement, on voit des ronds sur la droite qui sont tout petits, et ça, c'est les endroits où la carte doit arriver à se faufiler dans les pointes. Et les pointes de la carte de France, vous les connaissez, hein. C'est la Bretagne, les Pyrénées, les Alpes-Maritimes, l'Alsace et les Flandres. Et ça correspond, et vous retrouverez toutes ces régions sur la carte circulaire. C'est là où il y a des tout petits ronds. Donc on voit très nettement la distorsion. J'ai dit que les cartes conformes préservent la forme à petite échelle, mais à grande échelle, il y a des distorsions très fortes, et c'est un problème qui va fasciner les mathématiciens dans la deuxième moitié du XIXe siècle et encore au XXe siècle. Et d'ailleurs, il est temps de passer au XXe siècle et de vous présenter le dernier protagoniste de cette longue histoire de cartographie, c'est Jacqueline Ferrand. Elle est née à Alès en 1918, et c'est comme élève au lycée, elle était extrêmement brillante, au point qu'elle a choisi d'aller dans des lycées de garçons. Il faut savoir qu'à l'époque, donc entre les deux guerres, l'éducation des filles et celle des garçons étaient complètement distincts, avec des programmes distincts, et les garçons pouvaient aller jusqu'au baccalauréat et ensuite à l'université, mais les filles ne le pouvaient pas. Et donc, elle a choisi d'aller au lycée de garçons, et après, elle a choisi d'aller à l'école normale supérieure de garçons, rue d'Ulm, plutôt qu'à l'école normale supérieure de jeunes filles à Sèvres. À l'époque, c'était possible, hein. Il y a 7 futures mathématiciennes qui sont passées par l'école normale supérieure de garçons entre les deux guerres. Et d'ailleurs, la photo de Jacqueline Ferrand ici est prise dans la cour aux Ernest, dans le cloître de l'école normale supérieure à Paris. À l'école normale supérieure, elle a été de nouveau extrêmement brillante. Elle a choisi de passer l'agrégation de mathématiques masculine, celle qui conduit au professorat dans les lycées de garçons.
Et là, elle a damé le pion au garçon. Elle a été reçue première. Donc immédiatement, la directrice de l'école normale supérieure de jeunes filles l'a appelée, la recrute comme enseignante, avec pour mission de porter l'enseignement des mathématiques dans cette école au même niveau que celui des garçons. Et Jacqueline Ferrand va y mettre toute son énergie. Donc là, on est en 1940, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et tout en s'investissant très fortement dans l'enseignement, eh bien, elle va poursuivre, faire avancer sa carrière et assez vite, elle va devenir professeure d'université. Je reviendrai un peu là-dessus tout à l'heure. Et dans le cadre de son travail de professeur d'université, elle va rédiger et publier des quantités de documents de cours, et notamment la fameuse série des Lelon-Ferrand Arnaud Diès, qui couvre l'ensemble du programme des 2 premières années d'université et des classes préparatoires aux grandes écoles, une collection qui est d'ailleurs toujours vendue et utilisée. Et donc cet impact, cette influence de Jacqueline Ferrand comme professeure, comme enseignante, est certainement une des raisons qui a fait que la Société mathématique de France, qui nous accueille ce soir, a créé un prix, a donné son nom à un prix destiné à récompenser une opération pédagogique innovante dans le domaine des mathématiques. Mais à mon avis, ce n'est pas la seule raison, parce que Jacqueline Ferrand est aussi une mathématicienne, une chercheuse d'exception. Et donc voici 2 étapes dans sa carrière. Donc en 1942, en pleine guerre mondiale, eh bien, Jacqueline Ferrand soutient sa thèse d'État. Elle a 24 ans. À mon avis, il y a très très peu de gens en France qui ont soutenu des thèses d'État à cet âge-là. Ça doit se compter sur les doigts d'une main. Et cette thèse porte sur la représentation conforme au voisinage de la frontière et justement ce phénomène de distorsion. Et cette thèse est remarquée et elle va recevoir 2 prix prestigieux et obtenir un poste de professeur à l'âge de 25 ans. Et puis, bien des années plus tard, 27 ans plus tard, eh bien, les travaux de Jacqueline Ferrand vont de nouveau être sur le devant de la scène mathématique. Il s'agit toujours de cartes conformes, mais dans un cadre plus vaste et plus moderne, celui de la géométrie riemannienne. Elle a résolu un problème posé par André Lijnerowicz. Et sa résolution repose sur une innovation majeure dont j'aimerais bien vous parler, mais peut-être après vos questions. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est une thèse d'État et la différence avec une thèse de 3e cycle, et pourquoi du coup à 24 ans c'est si rare d'avoir déjà fait ça? Tout à fait. Alors, la thèse d'État, c'est le diplôme qui donnait accès au grade de professeur. Donc, ce qui lui correspondrait de nos jours, c'est ce qu'on appelle l'habilitation à diriger les recherches. Et en France, on a basculé du système avec une seule thèse, la thèse d'État, à un système à 2 diplômes. Une thèse qui initialement s'appelait la thèse de 3e cycle. Moi qui suis un dinosaure, j'ai connu ce système-là, cette terminologie-là. Et puis un deuxième diplôme, l'habilitation, plusieurs années après. Voilà. Et d'ailleurs, un peu après sa thèse d'État, elle a effectivement obtenu un poste de professeur d'université. Bonjour. Ici. Où ça se passe tout là-bas. Oui, tout là-bas. Merci. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu plus les analogies avec la physique
qui a été faite pour les 2 problèmes précédents que vous avez présentés? Oui, je vais dire juste une phrase, parce qu'il y aurait de quoi faire une conférence dans ces lieux entière. Les équations de la physique de l'hydrodynamique, de la mécanique des fluides bidimensionnels en 2 dimensions, pour un liquide qui est incompressible, eh bien, c'est une équation qui porte sur des transformations. Le fluide, il est là d'abord, et puis il se déplace. Donc on le voit se déformer au cours du temps. Donc on a une famille de transformations. Eh bien, ces équations, c'est en gros dire que ces transformations sont des cartes conformes, plutôt la version dépendant du temps de cette équation. Donc ça, c'est un exemple d'équation de la physique qui est reliée à ces cartes conformes et pour lesquelles on peut donner des solutions dans beaucoup d'exemples très utiles, très importants, par exemple les profils d'ailes d'avion, en utilisant la théorie des cartes conformes de Riemann. Bonjour. Je voulais savoir comment on fait pour trouver le plus court chemin entre 2 points sur une carte conforme. Ah, justement, on n'y arrive pas. Alors si, il y a un moyen dans une carte de prendre en compte le fait qu'il y a une distorsion des longueurs. Il y a une espèce d'élément de longueur qui dépend du point. Et l'étude de ces éléments de longueur qui dépendent du point, c'est précisément ce qu'on appelle la géométrie riemannienne. Elle a été inventée par Gauss et Riemann au XIXe siècle. Donc il y a un moyen, mais un moyen assez indirect. Et donc il y a du travail pour des mathématiciens. Quand c'est indirect, il faut faire preuve de jugeote. Ok, merci. Oui, bonjour. Vous avez beaucoup insisté sur le fait que la géométrie conforme, c'était une notion vraiment infinitésimale, c'est-à-dire que les tout petits cercles sont transformés en cercles, mais donc plus on les grossit, plus ils sont déformés. Est-ce qu'il y a un outil mathématique qui permet de mesurer justement à quel point on déforme au fur et à mesure qu'on grossit? Et est-ce que de ce point de vue-là, il y a des cartes de la Terre, par exemple, qui sont meilleures que d'autres parce qu'elles déforment moins pour des choses qui ne sont pas justement infinitésimales, mais à plus grande échelle? Alors, je peux faire un petit peu la même réponse. Donc, ce qui va mesurer la distorsion des longueurs et des aires par une carte, en général, ça va être un élément de longueur qui varie. Et l'attirail mathématique pour se débrouiller avec ces situations-là, ça s'appelle la géométrie riemannienne, justement. Mais je peux, sur le choix des compromis à faire pour des cartes, actuellement, on répertorie plusieurs centaines de cartes, de types de cartes possibles qui font chacun des compromis différents. Et l'histoire de ces compromis remonte au moins à Ptolémée, le grand géographe du IIe siècle après Jésus-Christ, qui nous a laissé, outre une étude de la projection stéréographique, 3 propositions de cartes différentes, dont 2 ont été effectivement utilisées par la suite. Donc vous voyez, déjà, il y a presque 2000 ans,
cette problématique de choisir un mode de réalisation d'une carte était déjà d'actualité. Et 2000 ans après, je pense que ce n'est pas terminé. Bon, c'est une excellente question, là. Vous avez vu ? Ça me force à détailler des points que je... Oui, il y a peut-être encore une question. On va faire les questions plutôt à la fin. Tu préfères que... D'accord. Donc, si vous voulez bien garder votre question pour la fin, n'oubliez pas. Alors, eh bien, maintenant, nous sommes au XXe siècle avec Jacqueline Ferrand et je voudrais expliquer cette idée tout à fait étonnante qu'elle a introduite pour résoudre ce problème de Lichner-Horowitz. Donc, d'abord un petit peu de physique d'électrostatique. Voilà. Donc, un condensateur, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement deux plaques conductrices dans un milieu isolant. Vous voyez ici, j'ai pris deux feuilles d'aluminium que j'ai glissées dans des pochettes plastiques et isolants. La propriété d'un condensateur, c'est qu'il peut accumuler des charges quand il est soumis à une tension. Et la quantité de charge accumulée est proportionnelle à la tension. Et le coefficient de proportionnalité s'appelle la capacité. Et nous allons le voir fonctionner ici, sur cette manip. Vous voyez l'oscilloscope et un générateur qui fabrique un signal qui est silence, puis bip, silence. Et en bleu, ce que vous voyez, c'est ce qui est mesuré dans le circuit. Donc tant que le condensateur n'était pas branché, le signal bleu était identique au signal jaune. Mais vous voyez que maintenant, une fois que le condensateur est branché dans le circuit, on constate un retard. La tension aux bornes du condensateur monte plus lentement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des charges qui s'accumulent dans le cadre du condensateur, jusqu'à atteindre un plafond. Et puis, quand on arrête la tension, ce qu'on voit sur le signal jaune qui, pof, retombe à zéro, bien pareil, il y a un retard. La tension aux bornes du condensateur va chuter, mais plus lentement. Le condensateur restitue les charges qu'il avait accumulées au circuit. Alors, pour poursuivre la manip, je vais faire varier la capacité du condensateur. Comment ? Eh bien, en écartant les deux plaques d'aluminium. Vous voyez, pour l'instant, j'ai encore rien fait. Et puis, vous voyez, je soulève simplement la plaque du dessus. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'effet du condensateur sur circuit devient négligeable. Et puis, quand je repose les deux feuilles l'une sur l'autre, de nouveau, on voit le condensateur en action avec les charges et l'énergie électrostatique qui s'accumulent dans le condensateur. Donc voilà. Notre petite leçon est manip d'électrostatique. Et à quoi on va bien pouvoir se servir de ça ? Une propriété remarquable de la capacité électrostatique en deux dimensions, c'est que c'est un invariant conforme. Qu'est-ce que ça veut dire, un invariant conforme ? Ça veut dire que si je dessine un condensateur dans la carte conforme circulaire, à droite, vous voyez, avec ces deux armatures bleues et rouges, et son image, vous voyez, dans la région à gauche, eh bien, les deux condensateurs ont des capacités égales. La carte est conforme, les deux condensateurs ont des capacités égales. C'est ça que ça veut dire, invariant conforme. Eh bien, on va faire un usage mathématique de cette propriété. On va, suivant Jacqueline Nelon-Ferrand, on va fabriquer une fonction de 4 points. À coup de condensateur. Donc, je vais fabriquer un condensateur pour vous. Vous voyez,
Imaginez que les 4 points, ce sont mes 2 pieds et mes 2 mains. Hein. Donc, me voilà avec 2 armatures, une bleue et une rouge, et qui passe, la rouge relie mes 2 pieds, la bleue relie mes 2 mains, et vous voyez qu'il y a de quoi les brancher. On peut en faire vraiment un condensateur. Il faut imaginer qu'on est en 2 dimensions. Et maintenant, je peux le déformer, ce condensateur. C'est-à-dire que je peux déformer, je peux déplacer, rallonger, raccourcir le câble rouge. Je peux en faire autant avec le câble bleu. Je peux essayer de l'envoyer en l'air. Et la capacité, elle change. Hein. Quand on écarte les 2 feuilles d'aluminium, la capacité, elle chute à 0. Hein, ou presque 0. Ben, là, c'est pareil. Hein. Eh bien, je vais chercher à rendre la capacité de ce condensateur humain la plus basse possible. Et donc, je vais trouver une disposition des 2 armatures qui va rendre la capacité la plus basse possible, mais attention, sans bouger les mains, sans bouger les pieds, en bougeant seulement les 2 câbles. Quand j'y suis arrivé, ben, j'obtiens un nombre, une capacité, qui ne dépend plus que des positions de mes 2 pieds et de mes 2 mains. Hein. C'est une fonction qui ne dépend que de 4 points dans le plan. Donc ce nombre, on l'appelle l'invariant de Long-Ferrand. Invariant pourquoi ? Parce que, comme il est fabriqué à partir de capacités, c'est un invariant conforme lui aussi. Bon. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ça ? Eh bien, là, il faut donner la parole à Jacqueline Long-Ferrand. Elle remarque que si je ne bouge plus mes pieds, mais que maintenant je m'autorise à déplacer mes mains, ben, je me retrouve avec une fonction de 2 points positive. Et cette fonction, ou plutôt son inverse, c'est une distance et elle satisfait l'inégalité triangulaire. Et donc ça signifie qu'une carte conforme d'une région qui fixe 2 points, ben elle préserve une distance. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de distorsion. Et plus généralement, ça indique que la distorsion d'une carte conforme est gouvernée par les images de 2 points. Voilà un raisonnement que Jacqueline Long-Ferrand nous a appris. Et il est riche d'enseignements. Pourquoi ? Ben, levez la main droite. Voilà. Essayez de toucher votre coude droit avec votre main droite. Est-ce que vous y arrivez ? Moi, j'y arrive pas. Hein ? Donc, pas d'affolement, vous n'y arrivez pas non plus. C'est impossible à cause de l'inégalité triangulaire. Hein ? La distance de là à là, c'est plus petit que la distance de là à là, plus la distance de là à là. Donc ça vous empêche de toucher votre coude droit. On a tous une intuition physique de ce que c'est qu'une distance et que c'est qu'une carte qui préserve approximativement une distance. En revanche, une carte qui préserve approximativement un invariant de 4 points, une fonction de 4 points, on appelle ça des fois un birapport, on n'a pas d'intuition. Mais justement, cette intuition, c'est Jacqueline Ferrand qui nous l'a donnée. Voyez. Et donc ces transformations, ces cartes qui préservent approximativement un birapport, on appelle ça quasi-symétrique. Et il s'est passé des choses depuis cette idée qui est séminale de Jacqueline Ferrand. Et j'aimerais vous en parler un peu, si on me laisse encore quelques minutes. Bon. Je vais illustrer par une question qu'on peut se poser dans ce contexte. Hein. Est-ce que les cartes quasi-symétriques préservent la dimension fractale ? Alors, qu'est-ce que c'est la dimension fractale ?
Ça consiste à compter le nombre de morceaux en fonction de leur taille quand on coupe un objet en morceaux, ou quand on le plie, ou quand on le déplie. Vous voyez par exemple ici, j'ai une ligne que je déplie, si elle veut bien se laisser déplier. Sa longueur, vous voyez, sa taille est multipliée par 4. On dit que la ligne est de dimension 1. Mais si je fais ça avec un carré, une feuille de papier, vous voyez, je déplie, et la taille de l'objet, elle est multipliée seulement par 2. Et on dit que la dimension d'une feuille de papier, c'est 2. Et moi, celui que je préfère, c'est la courbe de von Korr. C'est là, vous voyez, quand je la déplie, j'ai 4 morceaux. Quand je la déplie, sa taille est multipliée par 3. Donc on est quelque part entre le cas de la ligne et le cas de la feuille de papier. Donc cette dimension fractale est quelque part entre 1 et 2. Précisément, c'est 1,262. Est-ce que une carte quasi-symétrique ou même conforme doit conserver cette quantité? Eh bien, la réponse est non. Et je vous invite ici à regarder la carte conforme circulaire du flocon de von Korr qui s'obtient en mettant bout à bout 3 courbes de von Korr. Vous voyez à droite un cercle dont le bord est une ligne, et à gauche le flocon dont le bord a cette dimension 1,262. Donc il n'y a rien à faire, les cartes conformes ne préservent pas la dimension fractale. Bon, mais on ne vit pas en dimension 2, mes amis, nous vivons en dimension 3. Et là, je vous invite à contempler ce curieux objet. D'ailleurs, je peux en faire passer dans la salle. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas les tripoter vous-même, faites passer. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la boîte de conserve imaginée par la société von Korr pour commercialiser des choux romanesco en tranches, vous voyez. Vous voyez comment c'est? Bon, ça, c'est le fond de la boîte. Ça, c'est le bord, et vous imaginez qu'il y a un couvercle par-dessus. Bon, cet objet, je pense à la surface, à cette partie-là, eh bien, elle a une dimension fractale qui est 1 de plus que celle du flocon ou de la courbe de von Korr. Donc ça fait 2,262. Mais la nouveauté en 3 dimensions, c'est qu'aucune carte conforme et même aucune carte quasi-symétrique ne pourra diminuer cette dimension qu'on appelle la dimension conforme. Voilà. Je ne vais pas vous faire subir davantage de mathématiques, mais c'est celle du XXe et du XXIe siècle qui affectionne les fractales. Donc vous voyez que Jacqueline Ferrand, elle nous a pris par surprise en 1969. Bon, moi, j'étais tout petit à l'époque. Je n'ai découvert cette histoire qu'un peu plus tard. Mais vous voyez qu'elle se penchait sur un problème très classique, la distorsion des cartes conformes circulaires de Riemann. Et elle est arrivée avec une idée vraiment venue d'une autre planète. Et son invariant de 4 points, et la façon dont elle s'en sert, eh bien, ce sont des précurseurs des mathématiques du XXIe siècle, en particulier une branche des mathématiques qui est née à la toute fin du XXe siècle, qui s'appelle l'analyse sur les espaces métriques, et qui affectionne les fractales, comme vous le devinez. Et elle est allée chercher cette idée en électrostatique. Donc on a la chance d'avoir dans la salle ce soir des lycéens, des lycéennes, et donc de
certainement de futures mathématiciennes et de futurs mathématiciens. Et j'aurais envie de leur dire, ne négligez pas les humanités, ne négligez pas les sciences. Certes, les mathématiques contribuent à la culture, mais il est tout à fait possible que la culture influe et inspire vos mathématiques. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie de votre attention et je remercie aussi des tas de personnes qui m'ont aidé à préparer cette conférence. On a le temps encore pour quelques questions. On avait une question là-bas. C'est parti. Bon, ce n'est pas vraiment une question, c'est une remarque, un truc que j'ai découvert relativement récemment. En regardant un planisphère, quand on regarde l'Afrique et le reste du monde, et j'ai découvert avec stupéfaction que l'Afrique, au point de vue surface, peut contenir la Chine, les États-Unis, enfin grosso modo, l'Afrique est beaucoup plus grosse que ce qu'on le croit habituellement. Oui. C'est quelque chose qui peut avoir aussi des conséquences d'ordre politique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est au XXe siècle, on a vu plus souvent publier des cartes, des planisphères qui ne sont pas du tout conformes, mais où ce sont les aires qui sont respectées et qui donnent ainsi, qui corrigent une distorsion qui s'est installée dans les esprits. Tout à fait. C'est bien d'avoir plusieurs types de cartes en usage, comme chacune est un compromis, eh bien, différents usages imposent différents compromis. Bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment magique. J'ai juste une petite question. Au tout début de la présentation, vous avez parlé des espacements entre les méridiens. Les parallèles. Les parallèles, pardon. Oui. Est-ce que ça a un lien avec la capacité et l'espacement entre les armatures du condensateur? Est-ce que c'est les mêmes contraintes? Oui, mais oui. Très bon raisonnement, ça. Ça, c'est un raisonnement de matheux, ça. Mais oui, bien, voilà, c'est ce que j'appelle mettre bout à bout deux idées pour arriver à une conclusion nouvelle. Vous avez parfaitement raison. J'ai dit que la capacité des condensateurs bidimensionnels était invariante conforme. Or, la carte de Mercator, elle est conforme. Donc, ça veut dire que quand on forme un condensateur avec deux parallèles, sur la sphère ou dans la carte de Mercator, qu'il faudrait plutôt voir comme un cylindre à ce moment-là, eh bien, les deux condensateurs ont la même capacité et on peut s'appuyer sur un calcul de capacité pour déterminer le bon espacement à mettre entre les parallèles sur la carte de Mercator. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Oui. Et est-ce qu'on a une idée quand même de comment il a fait pour avoir moins de 2% d'erreur par rapport à la solution analytique Écoutez, moi, on peut imaginer, donc dans l'ouvrage que je citais de Pedro Nunes, il y a des calculs sur des loxodromes. Et en fait, il suffit d'une loxodrome. Dès qu'on dispose d'une loxodrome et qu'on sait faire la correspondance sur chaque point de la loxodrome trouvé, la correspondance entre longitude et latitude, eh bien ça suffit à déterminer l'espacement entre les parallèles qui va donner une carte conforme. Donc on peut tout à fait imaginer que des navigateurs
traversant l'Atlantique en respectant un cap constant de façon rigoureuse, ce qui est tout à fait plausible, et mesurant régulièrement leur latitude grâce à un sextant et à un astrolabe, et évaluant leur longitude avec les outils dont ils disposaient à l'époque, à savoir des horloges, et puis paramétrer ainsi de façon assez précise au moins une loxodrome. Et ça pourrait suffire. Bon, mais ça, c'est une élucubration, évidemment, 5 siècles après. C'est facile de dire ça. Mais malheureusement, Mercator, sur la carte elle-même, sur laquelle il met beaucoup de commentaires, il commente l'utilisation et les avantages de sa carte, mais il ne livre pas son secret. Hein? Et ça fait peut-être partie aussi des usages de l'époque. Hein? On ne livre pas un secret de fabrication. Pas plus qu'un ramasseur de champignons ne révèle où sont ses coins à champignons. Hein? Merci encore à notre conférencier, Pierre Ponsu. Merci.